bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Signature d'un protocole d'entente entre le département de la coopération internationale et le PAM, Programme alimentaire mondial. Ce protocole devrait renforcer les capacités du gouvernement en matière alimentaire. Explication dans ce journal. Rencontre de concertation entre le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et des responsables de médias. Le rôle et la place des médias était le centre d'intérêt de cette rencontre qui s'est tenue au Palais du Peuple. Les Échos, c'est dans cette édition. Et puis, mouvement de débrayage à la Sotragui, société des transports guinéenne. Les travailleurs de cette société publique de transport réclament notamment l'augmentation de leur salaire. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition que nous démarrons par le chapitre coopération. Je vous le disais en petite signature d'un protocole d'entente entre le département de la coopération internationale et le programme alimentaire mondial. Il s'agit d'un nouveau programme pays du PAM qui devrait permettre d'appuyer le gouvernement guinéen dans ses efforts de développement, notamment en matière d'éducation nutritionnelle des couches vulnérables. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de la coopération internationale. Les précisions dans ce compte rendu de Ibrahima Souriari Ansani, lu en studio par Malik Diakité. La signature de ce nouveau plan d'action de coopération entre le PAM et le ministère de la coopération internationale vise à appuyer les efforts de développement du gouvernement guinéen dans les 5 prochaines années. Il consiste à améliorer le taux de scolarisation au primaire, lutter contre la malnutrition, accroître la production agricole et l'approvisionnement des cantines scolaires par les communautés. 13 préfectures bénéficieront de ce programme pour un montant de plus de 40 millions de dollars. La présente rencontre aujourd'hui consiste à signer la lettre d'entente relative à la mise en œuvre des 3 composants majeurs du programme du pays repartis en 3 différents secteurs dont la présentation a été faite, à savoir composante 1 liée à la cantine scolaire, deuxième composante c'est l'amélioration du statut nutritionnel des groupes vulnérables, composante 3 c'est diversification alimentaire à travers l'appui au développement rural. Le plan d'action qui fait l'objet de la présente cérémonie constitue le cadre d'opérationnalisation du programme pays du PAM. Il est la réponse que ce programme donne aux défis et aux enjeux du développement national en lien avec ses avantages comparatifs. Il répond aux objectifs fixés par le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement PNUD et s'inscrit dans les politiques gouvernementales en matière de développement. En signant le document ce mercredi, les 2 parties ont exprimé le souhait de voir leur coopération se renforcer au bénéfice des populations. Coopération toujours dans un autre registre. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a fait ce mercredi un don de médicaments et de matériel sanitaire et informatique à la pharmacie centrale de Guinée. Ce don est destiné aux structures sanitaires de la capitale et de celles de l'intérieur du pays. La démarche devrait permettre de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et néonatale. Ibrahima Souriari Ansani. C'est un don composé de kits pour l'accouchement assisté et la césarienne, d'équipements médico-techniques pour la santé de la mère et du nouveau-né, de petits matériels techniques, de médicaments essentiels pour la prise en charge des problèmes de santé de la reproduction, d'équipements informatiques et d'un groupe électrogène de 20 kVA pour un montant de près de 4 milliards de francs guinéens. La démarche vise à appuyer le gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les décès maternels constituent un indicateur clé de santé et de développement et reflètent également le niveau d'accès des femmes à des soins de santé de la reproduction de grande qualité. Outre la tragédie humaine que représente le décès de toute femme pour des causes maternelles évitables, il s'agit d'un événement qui réduit les chances de survie des enfants. C'est un appui aux multiples efforts consentis par le gouvernement de la Guinée pour que plus aucune femme guinéenne ne meure en donnant la vie, que je me fais le privilège aujourd'hui de procéder à la remise d'un lot d'équipements
de matériels médicaux et de produits de santé de la reproduction. Selon Dr Edwige Adegambi Domingo, représentante résidente de l'UNFPA, plus de la moitié des femmes guinéennes ne sont toujours pas assistées pendant l'accouchement par du personnel qualifié et 3 femmes guinéennes sur 5 n'accouchent pas dans des structures sanitaires malgré les efforts déployés par le gouvernement en matière de gratuité des soins obstétricaux. C'est la raison pour laquelle le ministre guinéen de la coopération internationale a hautement apprécié le geste du Fonds des Nations Unies pour la population en faveur de son pays. C'est alors tout heureux que je reçois, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, ces médicaments et équipements. Le gouvernement guinéen apprécie hautement cette autre intervention de l'UNFPA qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations du gouvernement en matière d'amélioration de la santé publique et du renforcement des capacités de nos services techniques. Ces équipements et médicaments sont destinés aux régions de Boké, Labé, Gérékouré, Kankan, Mamou et la capitale, Conakry. Dans l'actualité également, le ministre de l'Élevage a conféré ce mercredi avec les cadres de son département. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une première prise de contact. Elle a également été marquée par la remise d'un important lot d'équipements et de matériel aux différentes structures relevant du département de l'élevage, œuvre de la Banque africaine de développement BAD en abrégé et de la FAO Fantaconté. Ce lot d'équipements de matériel est composé de 12 motos de marque Yamaha, d'une couveuse 2 de canard et d'un congélateur ultra moderne. Ces 12 motos d'une valeur de 317 millions de francs guinéens sont destinées au site secondaire du projet Baguini. Quant à la couveuse 2 de canard, elle revient à la Direction nationale de la production animale et c'est la Direction nationale des services vétérinaires qui bénéficie du congélateur. Ce geste des partenaires au développement vise à renforcer la capacité de production animale et ce afin de redynamiser le secteur de l'élevage. Ces 12 motos que nous venons d'accueillir seront destinées au site secondaire du projet B. Donc ce matériel sera remis donc aux agents du terrain qui sont là-bas pour mener les activités du projet qui sont relatives non seulement à l'amélioration de la production et de la productivité du bétail endémique, mais aussi à la gestion des écosystèmes du bétail. Le résultat attendu de cette machine est l'éclosion annuelle de 3225 canetons pour pouvoir commercialiser dans les conditions normales 2800 canards adultes. Une fois opérationnelle, elle contribuera considérablement à l'augmentation de la production des œufs de canard et de canetons en République de Guinée. Cet équipement qui nous est offert et qui va nous être remis cet après-midi va servir au laboratoire vétérinaire de diagnostic à augmenter ses capacités de conservation. L'obtention de ces équipements a été rendue possible grâce au financement de la BAD et de la FAO, d'où la présence du coordinateur résident de la FAO à cette cérémonie. La FAO, comme vous le savez, appuie le gouvernement guinéen en matière d'élaboration de politiques dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, en matière de stratégie de développement, mais aussi dans la mise en œuvre de projets sur le terrain. Mais la FAO travaille également avec les petits producteurs pour effectivement chercher les voies et moyens pour atteindre la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre-là que le groupement d'éleveurs de canards a été appuyé pour augmenter leur production. Cette cérémonie était également une occasion pour le ministre de l'Élevage de faire une première prise de contact avec les cadres de son département. Ces derniers n'ont pas manqué de souligner à travers la section syndicale les difficultés auxquelles ils sont confrontés. De son côté, le ministre Saramadi Touré a invité ses cadres à redoubler d'efforts pour faire de l'élevage un secteur porteur de croissance. À partir de janvier, du 2 janvier, nous allons établir notre ligne de référence à partir de laquelle nous démarrons. Il faut qu'avant le 31 décembre 2013, que nous puissions dire
que tous les indicateurs du secteur ou du sous-secteur de l'élevage se sont améliorés. La cérémonie a pris fin par la remise de ces équipements aux heureux bénéficiaires. Ensuite, le ministre Saramadi Touré a visité les locaux de son département. Autre registre de l'actualité, le chef de la délégation de l'Union européenne a dressé le bilan du partenariat Guinée-UE pour le compte de l'année 2012. Il a aussi annoncé les défis à relever l'an prochain. C'était à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin. Aguirre Touba y a assisté. Voici son compte rendu. Le partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP repose sur le respect des engagements sur le dialogue politique, le partenariat économique et la coopération au développement. À ce stade, le chef de la délégation de l'Union européenne estime que la Guinée a réalisé des progrès significatifs au cours de l'année 2012. Il y a d'abord l'assainissement de la gestion des finances publiques qui s'est poursuivi et qui a abouti, comme vous le savez, en septembre dernier, à l'atteinte du point d'achèvement PPTE, permettant ainsi un allègement significatif de la dette publique de l'État guinéen et donc de cette façon-là aussi d'apporter un certain ballon d'oxygène à l'économie et au budget de l'État. D'autre part, nous avons vu en 2011 un certain nombre de réformes importantes qui ont été lancées dans le domaine de la défense et de la sécurité. C'est important de souligner que le président de la République a désigné 2013 comme l'année de la justice. Donc nous espérons effectivement qu'en 2013, il y a une nouvelle dynamique qui pourra s'installer également dans le domaine de la justice, élément essentiel pour la bonne gouvernance, mais essentiel aussi pour attirer des investissements et pour créer un cadre propice à l'investissement et à la croissance. Des progrès qui vont permettre à la Guinée de signer le 21 décembre prochain le 10e FED à Bruxelles. Il s'agit de 174,3 millions d'euros, dont les 16% seront disponibles dès après la signature et le reste après la tenue des élections législatives. Une assistance financière, entre autres, conditionnée par la présentation par la CENI d'un chronogramme détaillé des élections crédibles, réalisables et transparents. Malgré ces avancées, de nombreuses épines jalonnent encore la route de 2013. Malgré des évolutions positives, il y a encore un long chemin vers la sortie des crises et de la transition. Je pense notamment à l'assainissement macroéconomique et budgétaire, qui certes était indispensable et une condition absolument nécessaire pour retourner à la croissance, après des années de gestion chaotique des finances publiques. Mais cet assainissement macroéconomique et budgétaire en Guinée n'a évidemment pas encore eu un impact sur les conditions de vie des populations. En matière de consolidation de l'état de droit et de la défense des droits de l'homme, il reste beaucoup de choses à faire. Nous avons tous en mémoire un certain nombre d'incidents graves qui ont malheureusement émaillé l'année 2013. S'agissant du 11e FED prévu pour la période 2014-2020, il risque de ne pas être aussi fructueux que le précédent à cause de la crise économique qui a secoué les pays membres de l'Union européenne. Il n'y a aucune volonté politique de l'État de museler la presse guinéenne. Propos du ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby a conféré ce mercredi, comme annoncé au sommaire de cette édition, au Palais du Peuple, avec des responsables de médias et des journalistes. Les échanges ont porté sur la responsabilité des hommes de médias dans la construction de la démocratie guinéenne. Le point avec Mamadi Kamsoko. La presse, facteur de paix, d'unité, mais aussi de troubles, tout dépend de la façon dont elle est utilisée dans la société. En rencontrant un journaliste responsable de médias, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques dit avoir mesuré le rôle fondamental que peut jouer la presse dans la construction de la jeune démocratie guinéenne. Le ministre dit ne pas être un donneur de leçons, mais soutient qu'à l'évidence, la phase actuelle du pays impose aux journalistes professionnalisme et responsabilité. La rencontre qui fut une tribune d'échange a permis à certains responsables de médias d'exprimer leurs craintes et inquiétudes face à l'agitation de certaines autorités à l'endroit des médias. Sur le sujet, le ministre se veut rassurant. Aujourd'hui, en Guinée, de volonté politique pour museler les médias. Il y a quelque chose, ça c'est vrai. Il y a la crainte que le cadre social se dégrade. Mais il ne faut pas transformer cette crainte en une volonté de museler les journalistes. Non.
En parlant de la politisation à outrance de l'administration par des administrateurs locaux, la réponse du ministre est sans ambages. Il est tout à fait juste que notre culture, notre pays s'est fourvoyé dans une culture d'impunité. Il ne suffit pas de dire les préfets doivent arrêter la politique, les préfets qui sortent en dehors de la loi doivent être sanctionnés. D'autres points, comme la nécessité pour le chef de l'État de rencontrer la presse nationale, ont été abordés. Les participants semblent réconfortés. On a abordé toutes les questions sans tabou, sans embâche. J'ai demandé au ministre Diaby, que je connaissais avant qu'il ne soit ministre, d'être le porte-parole des médias pour que le président de la République, après 2 ans de mandat, puisse rencontrer les médias privés. Et je pense qu'il a promis qu'il le ferait. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part d'un département aussi sensible que les droits de l'homme qu'il occupe. Il exprime tous la volonté de son département de travailler avec les médias, surtout pour définir un cadre légal pour que toutes les questions des droits des médias soient traitées et que vraiment les autorités à tous les niveaux en prennent acte. Enfin, le ministre a invité les journalistes et responsables de médias à réfléchir sur la mise en place d'une structure de veille visant à prévenir des dérapages par voie de presse, une sorte d'observatoire qui pourrait autoréguler les médias. Et oui, la politique de rapprochement du ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'étend à d'autres structures, notamment médiatiques. Sur un tout autre plan, expliquer les directives que la Guinée et la Côte d'Ivoire doivent suivre pour une meilleure organisation du Forum économique de 2013. Telle était la toile de fond d'une conférence de presse qui s'est tenue hier mardi dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire, animée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. La rencontre a permis aux journalistes guinéens d'échanger sur diverses questions avec notamment cette délégation ivoirienne, Aboubacar Arafan Camara. Dans le souci de faire du Forum 2013 une réussite totale, une mission exploratoire du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CPC a organisé hier mardi dans l'enceinte de son ambassade en Guinée une conférence de presse. La délégation ivoirienne présente dans le pays depuis dimanche a largement expliqué les grandes orientations que la Guinée et la Côte d'Ivoire doivent faire. En ce qui concerne les deux structures, on peut citer pêle-mêle la disponibilité et la forte demande de la Direction nationale des mines à avoir l'assaut de mines les accompagner. Le marché public guinéen qui aussi a sollicité le BNET, la direction générale du plan qui a sollicité le BNET pour pouvoir l'assister à élaborer et à monter le projet PPP. Le port autonome de San Pedro et de Conakry sont mis d'accord pour échanger des informations sur leurs expériences. L'ambassadeur ivoirien en Guinée et le président de cette mission exploratoire ont hautement apprécié la Guinée et le secteur privé guinéen pour leur entière disponibilité. Je voudrais que vous me permettiez de remercier le président de la République de Guinée et toutes les autorités guinéennes pour les efforts et la sollicitude constante dont ils ont fait preuve à notre égard. C'est donc pour faire le point de ces rencontres que nous sommes là et que j'ai à mes côtés M. Essis Emmanuel, directeur général du CPC et le directeur général de l'APIP, parce que c'est à eux qu'il revient d'organiser ce forum qui va se tenir en 2013. Conscient de l'importance de ce forum, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements en Guinée félicite le choix que la Côte d'Ivoire porte sur la Guinée pour l'organisation de cette rencontre des hommes d'affaires. D'après lui, la Côte d'Ivoire dispose des expériences qu'elle doit faire bénéficier aux autres pays africains. Les agences de promotion des investissements sont aujourd'hui la porte d'entrée des investisseurs dans les différents pays. Notre homologue de Côte d'Ivoire nous a rendu visite. Il est chez lui, on l'a senti, parce qu'il a ouvert les portes lui-même. J'avoue qu'avec ou sans APIP Guinée, il aurait certainement atteint ses objectifs. Toutes ces administrations l'ont reçu, ont exprimé leurs besoins et leur bonne prédisposition à collaborer. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire a des expériences à partager avec le reste de l'Afrique. Surtout quand il s'agit des éléments de promotion du secteur privé. Ce forum prévu du 4 au 16 mars 2013 en Guinée permettra à ces deux États de renforcer à nouveau leurs actes de coopération. Le ministre des Mines et de la Géologie a organisé hier une rencontre dans les locaux de son département. La démarche visait à présenter les résultats de l'audit du nouveau cadastre minier. Cadre du gouvernement, spécialistes et représentants des sociétés minières étaient de la partie. Plus de précisions avec Gao Bachir.
C'est une communication qui a réuni cadres du gouvernement, spécialistes et représentants des sociétés minières ici au ministère des Mines et de la Géologie. L'objectif est d'échanger sur les résultats de l'audit du nouveau cadastre minier élaboré par le gouvernement guinéen. Appelé nettoyage par le ministre des Mines et de la Géologie, ces résultats devraient permettre non seulement à la Guinée d'effectuer une sélection des sociétés aptes à travailler dans les conditions requises des normes réglementaires, mais aussi mettre en place une stratégie qui ouvre la voie vers un environnement de gagnant-gagnant. Ce programme de recadrage n'aura pas d'impact sur l'emploi des Guinéens au sein de Rio Tinto. L'obtention de ces contrats par les entreprises guinéennes est le début de la mise en œuvre de la vision de l'État de faire de la réalisation de ce projet la base du développement socio-économique de la Guinée. Selon Mohamed Lamine Fofana, 4 critères auraient été retenus pour procéder à la sélection des sociétés évoluant en terre guinéenne. Suite à l'examen du rapport dans sa partie liste des permis inactifs, 4 critères d'appréciation ont permis de faire un tri et de classifier l'ensemble des titulaires et les titres évalués, à savoir paiement des droits fixes et taxes superficielles liées à l'octroi et ou renouvellement des permis. La présence effective des projets et sociétés sur les sites pendant le contrôle. L'existence des preuves d'activité sur les sites miniers. Président de la rencontre au nom du gouvernement, le ministre d'État chargé des travaux publics et des transports reconnaît l'importance du secteur minier pour le développement économique et social du pays. J'aurais souhaité que Rio Tinto nous aide à faire les routes que vous connaissez. Ces routes-là sont défoncées. Rio Tinto et les autres miniers vont transporter du matériel lourd. Ils vont transporter du carburant. Ces routes sont vieilles de 20 à 30 ans. Selon le ministre, parmi les 818 permis d'exploitation recensés, la plupart ne seraient pas dans les normes. L'audit, qui a duré 60 jours, aurait coûté à l'État quelques 4 milliards de nos francs. Quittons maintenant le siège des rencontres pour parler de la présentation du bilan annuel du CNT par la présidente de l'institution. Adja Rabiatou Serra Diallo a mis en exergue l'adoption d'une quarantaine de lois par le CNT. Elle a aussi appelé les uns et les autres à s'impliquer pour le maintien de la paix en Guinée. C'était à la faveur d'un point de presse auquel a assisté notre reporter Aminata Yountou Diallo. Après une année d'activité, la présidente du CNT, Conseil national de la transition, Adja Rabiatou Serra Diallo, a présenté le bilan annuel de l'institution qui fait office de parlement. Cet exercice a pour but de faire connaître les progrès réalisés par cette institution. Parmi ces progrès figure en bonne place l'adoption de 40 lois, dont 23 au compte de l'année 2012. Évidemment, y compris la loi qui est en cours, la session budgétaire pour l'année 2012. Les lois aussi du plan 2010-2014 et celles du programme 2011-2015. Les lois organiques relatives aux lois des finances et des lois rectificatives aussi, comme vous le suivez très bien. La loi portant amendement de l'article 162 du Code électoral, la loi portant organisation et fonctionnement et composition de la CENI, la loi portant commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et ses produits divers. Donc, pour ne citer que cela. La présidente du CNT estime que l'adoption de ces différentes lois a eu des répercussions positives sur la situation socio-économique et politique du pays. Les textes, par exemple, sur la CENI contribuent à achever aujourd'hui la transition. Plan économique, les textes de nature économique adoptés par le CNT ont permis à la Guinée d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT. Sur le plan social, le texte sur le secteur de l'enseignement primaire s'inscrit à améliorer de manière significative les infrastructures scolaires
et favorise l'enseignement pour tous. Celui sur la réhabilitation de la centrale électrique de Tombo 5 permet aux populations de bénéficier de la fourniture régulière de courant électrique. Au plan de la réconciliation, l'institution a en son sein une commission de réconciliation nationale qui a fait ses preuves. La présidente du Conseil national de la transition a, au cours de son intervention, mis un accent particulier sur l'obtention d'un local parlementaire pour la future Assemblée nationale. Car selon elle, le Palais du Peuple n'est pas le lieu indiqué pour abriter une Assemblée nationale. Autre facette de l'actualité, le Forum national des jeunes de la société civile guinéenne a animé ce mercredi un atelier d'échange à Dixine-Port 2. Plusieurs autres associations de jeunesse ont pris part à cette rencontre. La participation des jeunes dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale était au cœur de ce rendez-vous de donner et de recevoir. Fatoumata Diallo. C'est dans le souci de la préservation de l'unité nationale et de la consolidation de la paix dans le pays que le Forum national des jeunes de la société civile guinéenne a regroupé des jeunes issus de plusieurs structures de jeunes de la capitale. Ce pour échanger sur le rôle que la couche juvénile doit jouer pour une coexistence pacifique entre les populations en Guinée. Quand il n'y a pas de paix, les premières victimes sont les jeunes. Nous vivons tous les jours avec des amis qui ne sont pas de la même communauté que nous, qui ne sont pas de la même région, qui ne sont pas de la même religion que nous. Quand la paix sociale est menacée, nous devons être interpellés. L'évolution en consortium, il fallait que des organisations de jeunes, au moins plus de 4 organisations, puissent se liguer pour pouvoir porter cette initiative. Quel message aujourd'hui peut ramener les Guinéens ensemble? Et quel message on peut donner à nos collègues jeunes pour les permettre de bien cerner les enjeux de la situation sociopolitique actuelle? Les jeunes ne sont pas à la base des conflits, mais c'est eux qui entretiennent le plus souvent les conflits. Pour Dansa Kourouma, la recherche de l'unité nationale ne peut être atteinte que si les associations de jeunesse s'unissent. Quand on ne parle pas, quand on ne dialogue pas, il est difficile d'aller ensemble. Mais l'enjeu n'est pas d'être à l'Assemblée. L'enjeu est que tous les Guinéens se retrouvent parmi ceux qui seront à l'Assemblée. Ce débat, c'est d'abord la représentativité des partis politiques à l'Assemblée, mais aussi la représentativité sociale pour que le maximum d'organisations se retrouvent dans notre idée et dans notre démarche. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes pour qu'ils se mobilisent en faveur de la paix et de l'unité nationale? La Guinée est allée dans un sens. Si nous ne levons pas, en tout cas nous les jeunes, si nous ne levons pas, nous ne prenons pas nos responsabilités, on sera les grands perdants. Des messages qui unissent, mais pas des messages qui divisent. On peut se développer ensemble. Donc, grosso modo, les inquiétudes que vous avez formulées sont fondées. Parce que dans un projet, il y a toujours les hypothèses de succès et les hypothèses d'échec. Après plusieurs heures de donner et de recevoir, quelques participants donnent leur impression. Nous sommes venus à cette rencontre d'échange et aussi pour essayer de porter notre grain de sel dans le processus, n'est-ce pas, des élections législatives qui pointent à l'horizon, faire une sorte de promotion de la paix. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Le Forum national des jeunes de la société civile guinéenne envisage d'élargir ces genres de rencontres avec d'autres jeunes. Il compte également communiquer à travers des panneaux publicitaires, organiser des débats dans les radios et télévisions de la place, pour faire participer les jeunes à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Autre fait marquant de l'actualité, les travailleurs de la Sotragui, Société des transports guinéennes, sont en grève, je vous le disais en titre. Ils réclament l'augmentation de leur salaire, mais surtout le départ de certains responsables, dont Dr Makale Traoré, présidente du conseil d'administration de la dite société. La direction générale de la Sotragui dénonce de son côté des cas de fraude. Les explications dans ce reportage de Fanta Conté. Ce mercredi matin, aucun bus de la Sotragui n'était perceptible dans la circulation à Conakry. Et pour cause, les travailleurs, dont le nombre avoisine à 600 employés, réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, mais surtout le départ de certains membres de l'administration de la dite société, dont Dr Makale Traoré, présidente du conseil d'administration de la Sotragui. On cherche à connaître, à situer la responsabilité des 2 milliards et 600 millions détournés qu'on est en train de parler sur les zones. Et on exige aujourd'hui le départ de Makale à la tête du
CA, l'entretien des bus. Et on demande aussi le départ des 4 personnes qui perturbent l'exploitation des bus là au réseau et l'augmentation des salaires. À Dr Makale, on la reproche d'abus de pouvoir. Si les travailleurs demandent l'augmentation de leur salaire pour justifier leur débrayage, la direction générale de la Sotragui donne une toute autre version. Pour le directeur Didier Poiré, la non-circulation des bus est due à une fraude constatée au niveau des agents qui sont sur ces bus. S'agissant de la question relative au départ de Dr Makele Traoré, le directeur souligne. Aujourd'hui, les bus ne sont pas sortis. Il y a plusieurs revendications. La principale concerne la manière dont on travaille pour lutter contre la fraude du personnel. Donc j'ai reçu une partie des travailleurs et je le recevrai cet après-midi pour leur donner notre méthode, que cette méthode soit propre et envisager avec eux la manière la moins humiliante et la plus digne pour travailler sur ce thème-là. Sur le départ du Dr Makale, ça serait une très grosse erreur parce que si la Sotragui fonctionne, c'est grâce à elle. Au moment où notre équipe de reportage a quitté les lieux, le président de l'amicale des travailleurs de la Sotragui avait demandé à ses collègues de reprendre le travail en assurant le service minimum. Car selon lui, les négociations avaient débouché sur le renvoi des 4 membres de l'administration sur les 5 précités. À noter que si cette grève perdure, cela pourrait avoir de graves conséquences sur le secteur des transports en Guinée. Au chapitre des faits divers, une maison située à Antanor, c'est dans la commune de Matoto, au cœur d'un conflit domanial. Hier, ses occupants ont été systématiquement délogés. Selon des informations recueillies sur place, ce sont des agents des services de sécurité qui auraient procédé à cette opération de déguerpissement. Les précisions avec Sekou Kabiru Gallo. Nous sommes à Antamarché dans la commune de Matoto. C'est dans cette localité que le domicile de Adja Mariam Kaba avait été complètement vidé de tout son contenu hier matin dans le secteur Orange, dans les environs de 4 h du matin. Selon les informations recueillies sur les lieux, c'est suite à une descente musclée des agents de service de sécurité mandatés par un citoyen qui se réclame être propriétaire du domicile. C'était dans les environs de 4 h du matin aujourd'hui que j'ai reçu les coups au niveau de mon portail. J'ai vu immédiatement, je suis entouré des gendarmes avec les civils, armes blanches là, dont même je ne peux pas déterminer. Directement, ils ont défoncé les portes, soit disant qu'ils sont venus pour exécuter l'ordre, commandé par un capitaine de la gendarmerie, de l'escadron numéro 17 de Dapompa. Donc ils ont déguerpi, ils ont fait sortir tous les bagages, tous les objets nécessaires qui étaient dans la maison. C'est le feu Ibrahima qui a hérité, sa femme accompagnée d'un huissier de la justice, qui sont ceux qui ont reçu l'ordre pour venir déguerpir. Adja Mariam Kaba, touché par ce acte, lance un appel aux autorités pour trouver solution à ce problème. Alpha Kwandama, Kala se la Guinée ministre Luma, Kala se Moabaluma, Tonya Menan Sorana, Wole Kata ala Kambila Karite Naya. Karite nke Moabala doya mama semma, Amusola doya mama semma, Abunyale sera mamfana na doya masemoma. Kwani sono barana kana wa moluda summa, kono na to belanka. Alu kwani mbra bien kanin kana so imambulo fembera uya na tritila. Kwani mbulo fenyu ni tata la falfa kwande bana. Wala ye mo la na mendi mbolo fenu ye ni sariya su wala ni la Guinée den tendi halin ba be du ni kansine ni su man kaka kenna kan na mala ya gamana kono. Les locataires de ce domicile souhaitent que justice soit faite. Je veux vraiment que la justice soit faite. Moi je suis victime, je suis innocent, je n'en sais rien, je suis que simple locataire. Je n'ai pas été informé, c'est un coup seulement que j'ai vu le 4 h du matin, mon coéquipier Souma est parti me voir, soit disant qu'il nous a vidé, j'ai enlevé les portes. Malgré nos efforts pour joindre les deux parties pour d'amples informations sont restés vains, il reste à savoir qui sortira vainqueur de ce bras de fer. Et puis, avant de refermer cette édition, ce communiqué du Goa qui vient à peine de nous parvenir, communiqué portant remerciements à propos de la journée d'assainissement du marché de Madina, journée d'assainissement datant du samedi 1er décembre dernier. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa remercie tous les membres de la section Goa de Madina de tous les secteurs, la population de Madina Marché, la direction générale et tous les travailleurs d'Ecobank, la direction de Topaz, d'Orange, BAMG,
ONG, BESIC, la mairie de Matam, le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, le ministre de l'élevage, le ministre de l'environnement et les cadres qui l'ont représenté. En effet, tous se sont mobilisés et n'ont ménagé aucun effort ni leur temps si précieux pour le nettoyage, la collecte des ordures ainsi que leur ramassage au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du Goa. Je les remercie vivement pour cette mobilisation, que tout le monde soit informé de l'intention de faire une autre journée Madina propre le samedi 26 janvier 2013 de 7h à 12h, ainsi que d'instituer désormais ce nettoyage pour le dernier samedi de chaque mois. Je lance un appel aux bonnes volontés pour une assistance physique et matérielle en vue de l'assainissement de nos marchés et profite de cette opportunité pour demander aux marchés de Kaloum, Matoto, Ratoma ainsi que tous les marchés de l'intérieur de suivre l'exemple de Madina. Il s'agit là d'une action humanitaire citoyenne de haute portée sociale où tout un chacun est concerné. Signé le président du Goa, Shérif Mohamed Abdallah. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Matam.